Un de mes collabs m'appelle et me dit « Marine, sa maman est au pays, il s'avère qu'elle va se faire amputer. » Et il me dit « Voilà, en fait, il faut que je prouve que j'ai 5 000 € sur mon compte en banque pour rapatrier ma mère, parce que si elle se fait amputer au pays, elle va mourir. Est-ce que vous pouvez me donner 5 000 €? » À l'époque, on commençait à déjà être assez nombreux. Et j'ai dit, si je lui donne 5 000 à lui, ça veut dire qu'il faut que je sois en capacité de donner 5 000 à tout le monde. La police m'appelle en me disant, écoutez, voilà, votre collaborateur est mort. J'ai dit, il est mort, c'est-à-dire il est mort. Et il me dit, oui, mais sa femme l'a tué. J'ai dit, sa femme l'a tué. Oui, elle l'a poignardé. Et donc, je dois faire un solde de tout compte à un mort. Les gens peuvent faire des erreurs, mais il faut savoir pardonner. Et que là, on m'a interdit d'ouvrir la discussion. Donc, j'ai dû me séparer de quelqu'un, même s'il avait fait des choses a priori très pas jolies du tout. J'ai pas pu avoir la conversation. Et c'est ça qui a été le plus dur. Elle a fondé une entreprise dans un secteur que personne ne regarde vraiment. Saint-Honoré Cleaning, c'est du ménage, du vrai, celui qu'on ne remarque que quand il est mal fait. Mais derrière ce métier discret, Marine Billard a construit une machine ultra exigeante au service des hôtels les plus pointilleux. Recrutement, formation, management d'équipe en tension, elle orchestre le quotidien avec une rigueur impressionnante et une obsession délivrer un service impeccable, quoi qu'il arrive. Solaire, directe, infatigable, Marine impressionne par sa clarté et son énergie. Et si le mot résilience avait un visage, je vous le dis, ce serait sans doute le sien. Alors son autre moteur, c'est faire grandir ses équipes, offrir des perspectives, créer de la fierté, ouvrir des chemins à celles et ceux à qui on n'en ouvre jamais. Dans cet épisode, on va parler opérationnel, on va parler de clients au cordeau, de process invisibles et de gestion du détail. On va parler beaucoup d'entrepreneuriat et de l'énergie qu'il faut déployer pour faire d'un métier sous-estimé une véritable référence de qualité. Alors restez avec nous pour découvrir Marine. Feuille blanche. 40 nuances de Sista. Salut Marine. Salut Solène. Je suis ravie de t'accueillir à ce micro, d'autant que tu as été citée 2 fois comme Sista récemment par Bénédicte Sanson, qui est la déléguée générale et cofondatrice de tout Grandir pour le mentorat, qu'on connaît surtout avec le Move-J. Et le deuxième, c'est Clément Alteresco de Morning. Et en plus, on a diffusé son épisode il y a quelques jours, donc je me dis que cette sérendipité est parfaite. C'est chouette, incroyable. Enfin, 2 fois, c'est cool. Ok. Et on va commencer cette interview, pas comme je le fais tout à fait d'habitude. D'habitude, je rentre directement dans le vif du sujet de la boîte. Mais toi, il y a un truc que j'avais envie de mettre en avant tout de suite et j'avais envie que nos auditeurs sachent à qui ils vont avoir affaire là, dans les prochaines minutes, heures qui vont passer avec nous. Parce que Marine, toi, t'as été étudiante en géographie, t'as été diplômée de géographie et au même moment, t'as décidé d'être entrepreneur et de lancer ta boîte. Il y a 20 ans. Et donc, il y a plusieurs choses dans cette phrase. C'est que déjà, il y a 20 ans, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'était peut-être pas toujours une évidence. Mais après des études de géographie, je pense que c'était encore moins. Qu'est-ce qui s'est passé, Marine ? Alors, mes grands-parents étaient entrepreneurs. Mon oncle, mon père, mon frère, mon cousin. En fait, on vient d'une famille d'entrepreneurs. Donc, t'as toujours baigné là-dedans. Ouais, vous savez, au mois d'août, je me rappelle à l'époque, mon oncle, mon père et mon grand-père ouvraient le coffre avec le fax. C'est-à-dire qu'ils partaient en vacances au mois d'août, tu sais, la semaine avec eux, et ils improvisaient tous leur bureau et ils partaient avec le fax. Ah, ils avaient déjà inventé le télétravail. Ouais, exactement. Et donc, tu vois, les discussions à table, enfin des choses où j'ai baigné là-dedans, donc je crois que pour moi, il était presque évident que si j'allais à la fac, c'était pour créer quelque chose. C'est ce que t'as fait ? C'est ce que j'ai fait, ouais. Et selon mes sources, le jour où tu passes ta soutenance de mémoire, tu passes ta soutenance de mémoire à 11h à l'université, et à 14h, tu présentes ton projet pour rentrer dans un incubateur. C'est tout à fait ça. Mon directeur de mémoire m'avait fait comprendre qu'a priori, il n'y avait pas de place pour faire une thèse. Ou éventuellement, il n'y avait que 3 places pour faire une thèse, donc il fallait vraiment se battre. Et faire de la recherche. Ça se gagnait, il fallait faire de la recherche, ça se méritait, c'était pas ouvert à tout le monde. Et là, je dis, dis donc, super, c'est pas très enthousiasmant, 3 places. Parce que vraiment, il y avait cette approche de recherche qui m'intéressait. Et donc, donc je me suis dit, que ça ne tienne, je vais faire ça moi toute seule. Donc, cette idée de vouloir entreprendre, et je crois que je me suis jamais dit, tiens, je serai salariée. Vraiment, la fac, c'était, qu'est-ce que je vais créer ? Donc, je travaille pendant 6 mois sur un projet qui était un label gestion et prévention des risques naturels.
Je m'entoure d'experts parce que je suis pas hydrologue, je suis pas sismologue, je suis pas expert en avalanche. Donc je monte cette méthodologie, je la présente pour mon mémoire et je vois qu'il y a un potentiel et qu'il y a quelque chose à faire. Donc on va aller labelliser les collectivités. D'où ça vient, je sais pas, mais je me dis que... Enfin si, je sais, c'est à force de voir des inondations et 99 et la tempête. Ouais. Je me suis dit, il faut qu'on... Enfin, on a peut-être un rôle à jouer pour protéger les administrés et pour s'organiser et se structurer. Ce qui était très précurseur quand on voit aujourd'hui en 2025 ce qui se passe. Tout à fait. C'était, l'idée était un peu trop tôt. T'avais pas le bon time to market, non, comme on dit. pas le bon time to market. Est-ce qu'on l'aurait aujourd'hui? Il y a peut-être plus d'écoute. Beaucoup plus d'écoute. Mais donc, je me suis régalée pendant plusieurs années. Donc oui, je sors de ma soutenance et j'explique d'ailleurs à mon directeur de mémoire que maintenant, étant donné qu'a priori, il y a que potentiellement 3 places, j'ai prévu mon plan B, mon plan C, j'ai 3 temps d'avance et que donc là, j'y vais pour créer une entreprise. Et là, j'imagine... Il était pas content. Tex Avery, sa bouche est descendue. Mais attendez, vous êtes à la Sorbonne. La Sorbonne ne crée pas d'entreprise. Je sais. Heureusement, ça a changé depuis. Donc je m'en vais. Au revoir. Donc il est 11h. Et 14h, je présentais chez Agoranov, incubateur. Et donc oui, là, j'ai 23 ans sur un sujet autour de l'écologie très précurseur. Je suis une femme. Et voilà, et ça démarre. Démarre. Donc en juin, soutien. Et j'ai eu ma rentrée. Et je rentre chez Agoranov en octobre. Je crois qu'on est en 2003. Pour développer ce projet qui s'appelait Tao, Terre, Atmosphère, Océan. Terre, Atmosphère, Océan. C'est joli en plus comme nom. Et là, dans cet incubateur, parce que je rappelle, tu as 23 ans à ce moment-là, dans cet incubateur, tu es accompagné, tu rencontres d'autres entrepreneurs, tu te sens un peu moins seul. Tout à fait. Tu vas au bureau, sachant que je n'étais jamais allée au bureau. Donc tu rentres dans cet incubateur, t'as du soutien, t'as des startups, tu sais, on était dans des petits carrés qui devaient faire 10 mètres carrés. Ouais. Et puis moi, je me rappelle, j'avais le petit bureau au fond. Chacun son box. Sans lumière dans mon box. Mais qu'importe, j'avais une petite plante. Je me rappelle, j'avais mon joli cahier avec mon stylo plume que mes parents m'avaient offert. Et donc entouré, soutenu. Et ce dispositif d'incubateur, effectivement, met en sécurité les jeunes, les entrepreneurs. Et là, tu as des rencontres que tu fais en bien, en moins bien. Qu'est-ce que tu retiens en fait comme enseignement de ce passage? Je rencontre des gens formidables. Je rencontre aussi des histoires où une personne, ça va créer une histoire qui va me marquer. Mais non, je rencontre des gens formidables qui sont vraiment au service des entrepreneurs. Et c'est rassurant, vu que moi, je n'ai jamais travaillé. Je ne sais pas ce que c'est qu'une entreprise à part celle du prisme de ma famille. Ouais. Et j'y vais avec mon bâton, avec grand plaisir et même pas peur. Et ça donne de la structure. Ouais, ça me donne un peu de structure. Quand on me dit, bon, alors, est-ce que tu as un budget d'avocat parce qu'il faut faire un contrat si tu vas signer avec une collectivité. Vous êtes sûr? Oui. Ok. Et il y avait un système de coaching ou de mentorat dans cet incubateur? Ouais. On avait un système de coaching, donc ça c'était chouette au départ. On a quelqu'un qui vient nous voir et qui choisit un peu ses projets et vient s'assurer qu'on est dans la bonne dynamique, parce que si vous voulez, le Agoranov dépendait, donc on change de ministère toutes les 4 matins, mais c'était, je crois que c'était le ministère de la Recherche et du Développement. Et donc on a quand même une enveloppe, il nous alloue une enveloppe, donc on doit s'assurer que on est bon, il y a un trend et qu'on va développer. Ouais. Donc oui, on a un coach. Et j'ai un coach avec qui je m'entends très bien, qui vient d'une très grande école. Et donc, moi, assez impressionnée que quelqu'un qui sort d'une très très grande école s'intéresse à moi, sortant de la Sorbonne. Même si là, je suis contente parce qu'en intégrant Agoranov, ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu pour que j'aille faire un master à HEC, Challenge Plus. Et le jour où je suis pris à Challenge Plus, je vais voir ma grand-mère qui rêvait qu'on fasse des études. Et j'ai dit, mamie, je fais un master à HEC.
Et j'ai vu les étoiles dans les yeux de ma grand-mère, qui dit oh, ma petite fille, elle fait une grande école. Alors, on va pas faire, c'est pas une grande école, enfin, c'est une grande école, mais moi c'était un tout petit cursus de Challenge Plus, mais ouais, là j'étais fière. C'était la fierté de ta grand-mère. Ouais, et moi en me disant ok, j'y arrive. Qu'est-ce que tu as retenu de ces années dans cet incubateur? J'ai adoré la bienveillance des gens où toi t'arrives, t'es pas chef, enfin pas de jugement en fait. Ouais. T'es une jeune femme, t'as 23 ans et on m'ouvre une porte, on me tend une perche, enfin on m'accepte en fait, en me disant on fait confiance. Ce petit bout de truc, c'est moi on se dit qu'il y a du potentiel et c'est marquant et tu vois, ça me fait le raisonnement en escalier sur cette sensation où on me juge pas, on m'ouvre la porte aussi quand je crée Sainto. Ouais. Avec cette même audace d'accueillir, de m'accueillir. On t'ouvre la porte le champ des possibles, en fait. Ouais. T'étais la plus jeune des gens qui étaient là? Ouais. C'est-à-dire que les autres étaient soit passés par étaient peut-être déjà dans la recherche ou ils avaient un projet. Ouais, je me rappelle. Oui, non, j'étais vraiment la plus jeune. Ouais. Et puis pendant quelques années. À 23 heures, oui, forcément, ça a mis un peu de temps. Et le côté plus dans le dur? Plus dans le dur, c'est quand tu sais que t'es écouté par les RG parce que t'es en train de travailler avec ou pas que tu sais mais que tu devines et que tu sais que et que tu travailles avec quelqu'un, cette personne justement qui avait fait cette super école, et donc je me suis dit, bon bah ça veut dire que si lui s'intéresse à moi et à mes idées, c'est-à-dire que je suis pas trop, a priori je suis peut-être pas trop bête. Voilà, il a fait des choses pas très clean. Il avait détourné des petits sous, même des gros sous, un peu de prison à droite et à gauche. Et on se retrouve. Donc je dois, en fait, voilà, cette personne m'a apporté énormément, m'a donné confiance en moi, m'a appris beaucoup de choses. Et elle t'avait été recommandée par l'incubateur, d'une certaine manière. Oui, je sais pas si on peut le dire aujourd'hui, mais c'était il y a 20 ans, donc je crois que peut-être que oui. Et puis l'erreur est humaine. Et puis en fait, il faut croire que dans les hommes, j'imagine qu'ils ne le savaient pas, qu'ils ne savaient pas tout les coulisses. Non, ben non. Et donc toi, tu te retrouves à travailler avec cette personne en qui j'ai créé un lien de confiance avec une intuition. Mais oui, un lien de confiance et en fait. Je dois m'en séparer et j'ai pas le droit de dire pourquoi. Et là, j'avais 25 ans, c'est terrible. C'est terrible parce que... C'est-à-dire qu'on t'appelle et qu'on te dit, Marine, il faut que tu ne travailles plus avec cette personne. Ouais. Parce qu'il y a des gros problèmes. Ils t'expliquent quand même les problèmes. Oui. Donc j'imagine que tu tombes de ta chaise. Oui. Et là, je leur dis, et ils me disent, mais nous, on peut pas. On peut pas parce que, voilà, mais donc toi, il faut que tu... Tu trouves une raison factuelle. Ouais. Et là, je me rappelle, T'as appelé quelqu'un? J'ai appelé un ami, c'est Allô Papa. Oui, c'est ça. J'aurais fait pareil. Et ouais, non, mon père qui, effectivement, était un super entrepreneur et qui reste aujourd'hui aussi un peu mon mentor, mon guide. Et donc, donc qu'est-ce que je fais de ça? Et effectivement, je me dis, bon, il faut que j'arrive à créer une rupture et aller chercher de l'ego où je connaissais un petit peu les points. Donc oui, j'organise un rendez-vous qu'il voulait avoir. Je vais pas le convier. Je fais en sorte qu'il l'apprenne quasiment instantanément. Et pour lui, là, ça a été la rupture. C'est-à-dire, si t'es capable de me faire ça... Et donc, c'est monté, et j'ai saisi l'opportunité. Mais j'imagine que quand t'as 23, 24 ans et que tu dois gérer ça, c'est terrible. Parce que toi, t'as une foi dans l'humain, dans la relation à l'autre, etc. Et là, tout s'écroule. J'étais, le des bisounours, où tu dis tout le monde, tu sais, élevé dans un petit cocon où c'est gentil, en fait. Enfin, il y a des choses... Où on t'a appris qu'il fallait pas voler, donc tu voles pas. Voilà, ça existe. Ouais, ça a été une très grosse claque. J'ai été triste, mais triste surtout pour deux choses, en fait. Triste parce que je suis convaincue que les gens peuvent faire des erreurs, mais il faut savoir pardonner. Et que là, on m'a interdit d'ouvrir la discussion. Donc j'ai dû me séparer de quelqu'un, même s'il avait fait des choses a priori très surprenantes, enfin très pas jolies du tout. Désolée, j'ai l'impression de parler comme une enfant, mais
j'ai pas pu avoir la conversation. Et c'est ça qui a été le plus dur. Et lui savait pas que tu savais certaines choses. Tu l'as recroisé dans ta carrière, cet homme? C'est marrant que tu dis ça, oui, je l'ai recroisé il y a... je crois... Ouais, c'était avant le Covid, donc il y a 7 ou 8 ans. Donc une dizaine d'années plus tard. Et je suis en scout. Tu vois, t'es un feu rouge, il fait beau. Tu vois le bistrot parisien vitré avec la petite table ronde de fauteuils et en terrasse en train de discuter. Et toi, là, t'es au feu rouge et tu vois la scène. C'est une scène de film. C'est une scène de film. Et là, je suis là et je pense que j'ai dû rester 10 minutes. Tu sais, me dire, qu'est-ce que je fais? Il est là. J'y vais pas, c'est prescrit, j'ai le droit, je peux. Et j'ai posé mon scout, tu sais, j'ai arrêté le scout à l'arrache sur le trottoir comme on pouvait le faire encore à l'époque. Sans se prendre de PV. Sans se prendre de PV. Et voilà, je suis allée le voir et je lui ai reproché, je lui ai dit, tu sais très bien ce qui s'est passé, tu sais très bien que tu sais pourquoi que je n'ai pas pu t'expliquer et je suis triste que tu m'aies menti. Et c'est vrai, j'aurais voulu qu'il me dise, en fait. Et voilà, et je l'ai pas laissé répondre, et c'était peut-être égoïste, hein, parce que moi, j'ai craché ma Valda. Mais ça m'a fait du bien. Je voulais qu'il sache que je savais. Et que je lui en voulais de... Ce qui permettait de tourner la page de cette histoire. Ouais, mais ça a été très dur, parce que après, je me suis retrouvée toute seule, j'ai 25 ans. Je suis avec Tao dans un écosystème qui est... très masculin, très précurseur. Et là, il faut aller la rechercher, l'énergie. Il faut y aller. Et c'est ce qui t'a fait, à un moment, lâcher le projet ou le revendre à des acquéreurs? Alors, le revendre, j'ai envie de dire non, vraiment le revendouiller. Le revendouiller. Oui et non, c'est-à-dire qu'après, j'ai un super client. Ouais. Qui a une boîte d'assurance américaine qui s'appelle Marsh. Donc ça devient mon client. Donc gros américain qui à un moment donné va vouloir manger la petite française. La petite française. Et j'avais le ministère aussi de l'écologie et du développement durable avec qui je travaillais vraiment avec eux sur des thématiques et cette expertise. Et en fait, je les ai réellement dérangés. Parce qu'à un moment donné, ils me disent « Ouais, mais Marine, vous faites notre travail. » Je dis « Bah ouais, mais les gars, à un moment donné, faut y aller, là. » Et donc, je repositionne Tao, qui était sur le label Gestion et Prévention des risques, sur les PCS, Plans communaux de sauvegarde. Où donc, c'est comment on va accompagner la collectivité à se sécuriser. Et d'ailleurs, si elle avait un bon PCS, Plan communaux de sauvegarde, hop, elle pouvait obtenir le label derrière, avec tout notre système de grille d'analyse. Donc, le ministère me met des bâtons dans les roues, ils sont pas très contents, et ils me disent un label privé. Genre, en gros, pour qui vous prenez? Dieu de 25 ans, vous, femme. Exactement, à peu près. Et donc, et je travaille avec Marsh pour faire en sorte qu'ils puissent intégrer cette méthodologie d'analyse, réduire les risques. Et qui dit réduire les risques, dire réduire les primes. Et voilà, et donc là, je rencontre Philippe Ozimour, mon futur patron, un chef d'entreprise, enfin pas un chef d'entreprise qui dirigeait une business unit, un homme exceptionnel, et qui, au bout d'1 an, me dit « Bon, alors Marine, c'est super, mais en fait, maintenant, on va ouvrir le poste en interne, donc on aimerait bien que ce soit toi. » Et là, je le regarde, je lui dis « Mais alors, même pas en rêve. Moi, femme indépendante, chef d'entreprise, je ne rentrerai jamais dans un grand groupe américain. » Et là, le ministère fait qu'il me complique vraiment la tâche. Là, je mange des pâtes, j'ai pas de sauce. Et au bout de 6 mois, je leur dis, bon, d'accord, je veux bien. Et donc, tu pars dans la grosse boîte américaine. Dans la grosse boîte où je leur vends une partie de mes travaux. Et je vends une partie de mes travaux au ministère. C'est-à-dire que je ressors juste je ressors flat. Flat. Et j'apprends des trucs formidables dans cette grosse boîte. Mais cette grosse boîte, c'est pas trop ta place.
Non, mes parents m'avaient dit, tu vas tenir 4 semaines. Et ben, j'ai tenu 4 ans. Bon, le 4 était bon. Ouais, le 4 était bon. Ouais. Mais au bout de 4 ans, tu veux rejoindre une autre boîte à taille humaine? Oui, à taille humaine, parce que j'avais plein d'idées, ça allait. Vous savez, dans ces grosses boîtes, quand on a une idée, il faut qu'elle soit validée par le N+1, le N+2, mais qu'il y ait la co-validation du service com, et ensuite du service marketing. Et puis, là, tu vois. L'heure qui tourne. Là, en fait, il s'est passé 6 mois, et en fait, toi, t'as déjà 3 idées en plus, et là, en fait, ça m'a épuisée de pas avoir de. Parce que j'avais plein de. Plein d'idées. La frustration était trop importante. Ouais, là, c'était devenu trop fort. Et puis, donc j'ai voulu rejoindre une plus petite structure. Et finalement, c'est toujours l'entrepreneuriat qui était le... Mais en fait, tu dis, je suis picousée, j'ai été picousée à l'entrepreneuriat. Donc, à un moment, tu sais, une fois que tu as fait ça, tu retournes dans cette petite boîte, super, et il y a ce truc qui devient... Qui te manque. Ouais, t'as envie d'y retourner, en fait. Et c'est là que tu vas lancer Santo. Ouais. Et tu sais, on a une petite tradition chez Feuille Blanche, c'est qu'on aime bien l'art du pitch. Ouais. Donc, je te propose de lancer le jingle et puis tu nous racontes juste après ça. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Santo, on on a 12 ans et demi. On se dirige vers, tu sais, la maturité. Et on est en train de devenir adulte. Entreprise de service dans l'hôtellerie haut de gamme, 4 et 5 étoiles, spécialisée dans tout ce qui va être gestion, supervision, coordination, déploiement du service housekeeping. Housekeeping, donc on va être très cash, et très simple, c'est le nettoyage de l'hôtel des pieds à la tête, 24/24, 7/7. Ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est ce qu'on ne voit pas, mais quand c'est mal fait, on le voit. Ouais. Donc c'est ça. Tu prends ça en charge de manière ultra rigoureuse et où chaque détail compte. Comment tu t'es retrouvée dans ce secteur ? Écoute, je savais pas du tout mettre une couette dans une housse de couette. Donc non, c'est pas par choix. Et ça, quand tu le présentes, on peut dire que c'est ok. On n'est pas une French Tech, on n'est pas dans de l'innovation, on n'est pas dans de la créativité, mais on est, ce que j'aime à dire, un métier dans l'essentiel. Et concours de circonstances. Je pense que tu sais, il y a des moments, t'as un rond-point et t'as plusieurs sorties. Et en fonction de, d'ailleurs, tu dis, ta vie aurait pu être différente si t'avais pris une autre sortie du rond-point. C'est que là, il y a une posture d'écoute, une envie, cette capacité à vouloir réentreprendre. Je me rappelle, je voulais inventer des poubelles pour petits appartements parisiens pour recycler, avec un système de compact. Et donc là, on est en quelle année, là ? On est en 2012. 2012. Mais donc, voilà, il faut un archi, il faut de l'innovation. Et en gros, je faisais le tour. J'avais plein d'idées, mais il fallait à minima un petit million. Ouais. Et mon père qui me regarde avec mes carnets, avec toutes mes idées, il dit, chérie... Et juste, si tu faisais un truc basique, assez simple, t'as pas besoin d'aller voir les banques. Et voilà, moi, on a un client. Donc mon père et mon frère étaient blanchisseurs industriels. Ils avaient un super client et ils cherchaient l'équipe pour mettre les draps que eux livraient dans les chambres. Je dis ok, écoutons, voyons. Et puis en fait là, hyper intéressant. Et tu te rends compte que tu es dans un métier, celui de l'hôtellerie, celui de l'invisible, celui de l'indispensable, celui où il y a des hommes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie de créer quelque chose avec du people. Et je me suis dit, ok, qu'on vende des clous, des torchons, de la tech, il y a de quoi innover, il y a de quoi de créer de la valeur, il y a de quoi être utile. Et c'est plus qu'utile, tous ces hommes et ces femmes, ces valets de chambre... Femme de chambre, gouvernante. Ouais. Et gouvernante, parce que j'imagine qu'il y a des hommes qui sont gouvernantes aussi, qui œuvrent dans les coulisses pour que l'expérience soit parfaite pour les clients des hôtels. Et d'ailleurs, question, c'était pas du tout internalisé cette fonction dans les hôtels ? T'as les deux. T'as des hôtels qui internalisent, d'autres qui externalisent, partiellement. Nous, on prend tout le package. Pour les accompagner. Ouais.
Mais dans ce milieu, donc on l'a dit sur ta première boîte, c'était beaucoup d'hommes, plutôt quinca, que tu essayais de convaincre sur la gestion des risques. Là, le monde de l'hôtellerie, En bas d'homme aussi, pas mal. Est-ce que comment t'as gagné ta place dans ce milieu-là? Je crois pas l'avoir gagné, en fait. C'est Tu l'as prise? non, ça se fait naturellement. Si à un moment donné tu as cette posture, la légitimité, tu l'obtiens par peut-être une certaine expertise, une certaine écoute, à apprendre des autres. Je me suis jamais posé la question. Pour moi, c'est très naturel, en fait. J'ai pas dû me dire, si, le premier, le label, je me dis, non, il va falloir que je trouve ma place, mais j'avais 23 ans, j'étais vraiment très junior. Donc, je l'ai pas gagné, en tout cas. Tu l'as pas gagné. Non. Tu l'as prise De façon naturelle. de façon naturelle. Et je crois que j'ai décidé aussi, peut-être, de choisir les gens aussi avec qui j'allais travailler. Ouais. Que ce soit dans mes équipes ou mes clients, et que... Et justement, comme tu venais pas de ce milieu-là, comment on fait au départ pour recruter les premières gouvernantes, les premières femmes de chambre? Je sais, j'ai pas tous les termes exacts. Hein, ouais. Ou hommes de chambre, parce que ça doit valet exister. De chambre. Valet de chambre. Ouais. Voilà, tu vois, valet de chambre. Comment tu t'y es pris pour faire tout ça? Eh ben, j'ai recruté quelqu'un qui savait faire. Ah, tu t'es entouré tout de suite. Ah bah oui, parce que là, si tu veux, je me dis non, j'aurais fait une brasse coulée. Donc ouais, il y a une gouvernante qui est venue avec moi, qui m'a aidée, parce qu'on a signé en décembre et on a démarré en janvier. Donc on a eu 1 mois et demi pour créer la structure et recruter, ouais. Donc s'entourer. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la différence entre un service de ménage, j'ai envie de dire, classique et le niveau d'exigence que toi, tu proposes? L'excellence passe par le sens du détail, mais du détail aussi bien opérationnel, technique, que nous, notre excellence et exigence vis-à-vis de nos process, vis-à-vis de nos équipes, l'attention qu'on apporte aux clients et l'attention qu'on apporte à nos équipes. Voilà, c'est de prendre du temps et donner du cadre. À chacun de tes interlocuteurs, finalement. Ouais. Tu dois jongler avec donc les plannings, les absences, les imprévus, les demandes peut-être quelquefois saugrenues ou les urgences clients. Oui. D'ailleurs, je pense que tu en as quelques anecdotes, non, à nous raconter sans nous citer les clients, de choses incongrues. Incongru. On s'est dit qu'un jour, il faudrait qu'on fasse une BD de 365 jours, parce que je pense que on a vraiment de quoi faire tous les jours, t'as quelque BD. chose. Ouais. Ou alors les derniers. Ou les plus marquants de ta vie, Santo. En 12 ans et demi, des choses complètement dingues qu'on t'a demandé. Un de mes collabs m'appelle et me dit, Marine, donc sa maman est au pays, il s'avère qu'elle va se faire amputer, et il me dit, voilà, en fait, il faut que je prouve que j'ai 5 000 euros sur mon compte en banque pour rapatrier ma mère, parce que si elle se fait amputer au pays, elle va mourir. Est-ce que vous pouvez me donner 5 000 euros? Et là, la façon dont c'est formulé, sinon ma mère va mourir. Ouais, et donc là, enfin voilà, donc... très perturbant et en fait on a fait une charte chez Sainto où j'ai vraiment posé les règles du jeu et une des règles qui était je dis oui à l'un si je peux dire oui aux autres. À l'époque on commençait à déjà être assez nombreux et j'ai dit si je lui donne 5 000 à lui ça veut dire qu'il faut que je sois en capacité de répondre et de donner 5 000 à tout le monde. Bien sûr que donc non. Je me rappelle là je suis descendue, j'ai dû faire 4 fois le tour du pâté de maison en me disant et comment ça se passe si jamais elle meurt? Et c'est de ma responsabilité parce que j'aurais pu. Ouais. Et donc là, je le rappelle et je lui dis, en fait, je peux pas. Il faut qu'il y ait une règle éthique, c'est-à-dire je peux t'accompagner sur 1/5. Et il faut que tu ailles trouver le reste. Et il l'a trouvé. Parce que c'est facile aussi d'appeler l'employeur et de dire, tiens, je décroche, il va m'aider, on a un petit lien. Donc c'est là aussi la mesure de la confiance. On aide, il y a un peu de social, mais il faut avoir cette justesse. Cette justesse et cette charte, elle est importante. Parce qu'au moins, ça met tout le monde au même niveau et tout le monde a la même information. Et côté client, dans les choses... saugrenues? Ouais, saugrenues. Si, on m'appelle un 24 décembre à 20h parce qu'il y a quelque chose qui va pas et que on se fait hurler dessus. Parce que et pour quelque chose de tout pitchoun, de vraiment qui était tout pitchoun. Donc je le disais, c'est de jongler ton quotidien entre les absences, les imprévus, les urgences. Elle ressemble à quoi ta charge mentale?
Alors, il y a des périodes où c'est la charge mentale impeccable. Pas plus que d'hab. Pas plus que d'hab. Et là, la charge mentale, tu vois, il y a un vélo en pente avec des graviers. Ouais. Tu la vois bien, celle-là. Et donc, t'écartes les jambes, t'as les roues qui tournent, et là, tu tiens. Et là, tu tiens, et tu dis aïe, 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 aïe. Voilà, là, c'est un peu... là, c'est la période de la charge mentale où je me dis, OK, on a une très jolie phase de croissance. Donc là, il faut renforcer les équipes au bureau. Ouais, pour te soutenir dans tous ces sujets-là de gestion du quotidien de tes clients, de tes salariés. Oui, et puis moi, mon job, en fait, c'est d'aller faire de la croissance aussi, c'est de développer, c'est d'être plutôt dans de la stratégie. Et donc, il faut atteindre une taille de boîte. Il faut que je la développe pour être... qu'on s'autorise à être un peu plus structuré, que je sois moins dans l'opérationnel. Et voilà, et donc la charge mentale, on est en train de voir avec l'IA aussi comment on peut être un peu aidé pour gagner du temps. Donc il y a aussi des outils pour ça. C'est des choses que vous commencez à implémenter, vous avez déjà implémenté l'IA ? On est en cours. Ouais, on est en cours. Alors je suis très partagée, là, on m'a proposé un agent IA, un assistant. Ouais. On m'a un peu dépeint le programme. Et je suis quelqu'un qui va trier mes mails, qui va répondre, qui va mettre dans mon agenda. Pour l'instant, je suis pas favorable. T'y es pas encore? Non, j'y suis pas encore. Par contre, utiliser l'IA pour nous aider sur le onboarding de nos équipes, qu'on soit donc plus rigoureux, c'est-à-dire quelqu'un arrive qui est le mail de welcome qui arrive de façon quasiment automatique, que de façon automatique avant une période d'essai, il y a un joli questionnaire. Ça, je trouve que c'est un joli soutien. Maintenant, traiter mes mails à ma place, non, le côté humain reste très important. Tu as besoin de l'humain. Et justement, dans l'humain, tu en as parlé, tu parlais de tes équipes, tu as donné ce cas tout à l'heure. Tu as dit, moi, on m'a tendu la main et on m'a mis le pied à l'étrier. Donc, j'ai envie de mettre le pied à l'étrier à d'autres. À ce micro, Bénédicte nous a dit que tu avais fait bénéficier certains de tes collaborateurs ou collaboratrices au mentorat salarié avec Work. Ouais. Je sais que tu travailles aussi avec des boîtes qui encouragent les métiers seniors de reconversion. C'est quoi, toi, ta mission profonde, justement, autour de l'humain et des équipes, et comment ça se traduit chez Synto aujourd'hui ? Ouais, chez Synto, on aime à dire qu'on prend soin des lieux et soin des gens. Et qu'il faut aimer profondément les hommes pour faire le métier qu'on fait. Et donc voilà, c'est comment on peut être utile. Et j'estime qu'en tant qu'entrepreneur, on a un rôle à jouer pour aider l'autre et alors aider ou soutenir donc j'adore me dire qu'à un moment donné, peut-être que je peux avoir un impact, un petit impact à ma petite mesure. Parce que souvent à ce micro, on a plutôt des gens qui ont dans leurs salariés des cols blancs, comme on le dit. Toi, c'est plutôt l'inverse. Et c'est aussi des gens avec... alors, on a tous des problèmes, mais peut-être d'autres problématiques auxquelles il faut faire face. Et ça aussi, c'est pas forcément inné quand on vient pas non plus de ce milieu. Tout à fait. T'as raison. On a 32 nationalités. On va de 17 à 66 ans. On va pas se mentir, les salaires sont pas très hauts. Pourquoi même un hôtel haut de gamme, c'est vous allez chez McDo, personne pour le service. Vous allez dans un 5 étoiles, vous allez avoir 5 ou 6 personnes à votre service. Mais c'est pas pour donc vous allez payer le lieu et ce service démultiplié. Mais les personnes n'ont pas forcément un salaire plus important. Il est juste réparti sur 5 personnes. Donc ouais, les salaires sont pas très hauts, même si on aimerait qu'ils le soient plus, mais sinon ça veut dire que le client va payer sa chambre d'hôtel à un moment donné, il pourra plus dormir à l'hôtel, parce que ce serait trop cher. Donc oui, on a un vrai sujet social avec, mais ces personnes m'ont apporté une humilité incroyable, parce qu'il y a des histoires très dures, très très dures, des femmes célibataires, sans enfants, avec beaucoup de transport, qui parlent pas forcément la langue, qui savent pas comment... Mais il y a des histoires uniques. Eh bien, je crois que c'est le lien parfait avec
Ma première question surprise. Vous avez un message. Quel est le truc avec un de ses salariés le plus dingue qui lui est arrivé? Parce que je pense qu'elle a des belles histoires. Voilà. Donc c'est Clément Alteresco de Warning. Ouais, on en a plein. Mais là, j'en ai une en particulier qui me vient en tête. On a recruté Marcelo, qui est arrivé du Brésil, qui était coiffeur au départ, en apprentissage. Et puis, ça se passait pas bien du tout avec sa patronne, c'était très compliqué. Donc, il se dit, voilà, moi, il faut que je trouve un autre emploi. Et puis, même si je garde cet apprentissage, je viens du Brésil, je suis tout seul, il faut que j'arrive à manger. Donc, donc j'ai postulé pour être valet de chambre. Ok. Et là, ça rejoint, cette idée de départ où j'ai quelqu'un d'audacieux qui m'a dit, vas-y, t'y connais rien, je te fais confiance. Mais pareil, un coiffeur qui débarque du Brésil et qui me dit qui est pas du tout du secteur et qu'on va le mettre dans l'hôtellerie haut de gamme. Et je lui dis pas de problème, on démarre demain. Et là, en fait, il est devenu valet, il est devenu gouvernant. Et aujourd'hui, c'est mon formateur. Il est retourné là au Brésil, mais dès qu'on a des sujets et qu'on a des difficultés, il est là pour nous. Et je vais vous prendre le dernier exemple. On a eu un client qui a eu une vraie urgence. Je l'ai appelé il y a 10 jours. Je lui ai dit, on a une petite crise, est-ce que tu peux venir en renfort? En 48 heures, il était là en venant du Brésil. Voilà. Et ça, c'était on l'a recruté. Et aujourd'hui, il y a eu 10 ans. Et c'est une des plus belles histoires et avec une confiance incroyable et que j'aime beaucoup. Mais vous arrivez à créer un peu cette famille Sainto. Ouais. Oui, on l'a recréé. Et ça fait quelques mois où là, justement, j'arrive à ressentir ça et qui me donne une énergie incroyable. Je m'entoure de mes managers toute l'équipe, en fait, sont des gens formidables et je me sens portée par eux. Et oui, il y a ce côté famille, je crois. On sait jamais si ça dure, mais en tout cas, ouais, on prend soin les uns des autres. J'imagine qu'avec tous ces gens que tu croises, etc., il y a des histoires moins glorieuses, moins belles, qui se finissent moins bien. T'as des histoires comme ça où t'as été aussi confrontée? Est-ce que là, Clément, il te demandait, dans les trucs les plus dingues, il te parlait des belles histoires, mais j'imagine qu'il y a aussi le revers de la médaille. Ok, oui. Ouais, dans les choses assez dingues, on a eu... là, on travaillait à Reims, et la police m'appelle en me disant, écoutez, voilà, votre collaborateur est mort. J'ai dit, il est mort, c'est-à-dire, il est mort. Et il me dit, oui, mais sa femme l'a tué. J'ai dit, sa femme l'a tué. Oui, elle l'a poignardé. Et donc voilà, ça c'est improbable et donc je dois faire un solde de tout compte à un mort. Ah oui, ça c'est... Et ça en fait, et c'est là j'adore en tant qu'entrepreneur, on en apprend tous les jours en disant mais comment faisons-nous un solde de tout compte à un mort, qui plus est avec sa femme qui l'a tué. Et quand on apprend l'histoire derrière, on se dit que, enfin, on n'est pas là pour juger, mais cette personne battait l'enfant, le nourrisson. Ouais. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, la survie. Et voilà. Et donc ça, c'est des histoires, humainement compliquées. Et aussi compliqué, j'imagine, à communiquer dans les équipes. Bah oui. De dire un tel n'est plus là, ne sera plus là, en l'occurrence. Ouais. Et l'envers du décor, c'est de se dire, a priori, il battait. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu quelqu'un dans l'équipe où il y a eu un sujet aussi? Ouais. Là, on devait être garant de s'assurer qu'il n'y avait pas eu de dérive auprès de nos équipes. Et il n'y en avait pas eu? Il n'y en avait pas eu. Et puis, il n'y avait plus de secret, vu qu'il était mort. Il pouvait libérer la parole. Il pouvait libérer la parole. Mais ouais, ça, c'est des choses assez lunaires. Assez lunaires. Il s'est passé un petit truc il y a 5 ans, qui avait 5 lettres. Tout petit. Je pense que je vais lancer cette rubrique et on va en parler. Wow.
Ah ouais. Et encore, je pense que celle-ci était douce Ouais, par c'est rapport à celle que tu as prise de claque. Forcément, secteur de l'hôtellerie, Covid, tout est fermé. À ce moment-là, tu as une équipe de 87 personnes. Et on est le 17 mars 2020. Il se passe quoi dans ta tête? Au départ, 17 mars, on se dit... je vois les équipes, je dis ok, prenez imprimante, prenez vos ordi, fauteuils, organisez-vous, mais pas de problème, ça va durer 3 semaines. Génial, on va avoir le temps de faire des choses de fond. Tu sais, de reprendre l'administratif, de rédiger des procédures, et tu te dis le temps va s'arrêter, et limite je voyais ça comme une super belle opportunité. Et je dis voilà, donc plutôt... Et donc t'as les équipes, au bureau siège, qui vont travailler sur ces sujets-là. Toutes les équipes qui étaient sur le terrain sont en chômage partiel. Alors, nous, on avait eu à peu près 2 mois d'avance. C'est-à-dire qu'on avait déjà les prémices. Suite aux attentats, on avait, nous, été assez impactés, mais de façon très subtile. Donc, j'avais mis des petits curseurs. Et dans mes petits curseurs, là, ça devenait des très gros curseurs. Donc, au mois de février, je vais voir la banque. Je dis, ouais, écoutez, on a une baisse d'activité. Moi, il y a encore... j'ai pas allégé ma masse salariale. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir une ligne de crédit? Marine, une ligne de crédit, vous voulez acheter quoi? Rien. Donc vous connaissez les banques, bien sûr, j'ai pas de ligne de crédit. Ou alors fallait inventer que t'allais acheter quelque chose. Oui, et là donc là bon, compliqué. Et donc on commence à monter en fait, vu que j'ai ce refus, on monte le dossier sur le chômage partiel mi-février. Début février, mi-février. Donc inquiète, mais en me disant ça va être juste un petit passage qui devrait bien se passer. Et qui s'est bien passé au final, mais effectivement avec une complexité incroyable et émotionnellement. Je crois que j'ai plus les larmes aux yeux à ce sujet-là depuis 4 mois seulement. D'ailleurs, je vais te lancer une question à ce sujet. Vous avez un message. Salut Marine, c'est Stéphane Distinguin. J'ai une question pour toi. Je crois que tu es la personne qui a le plus d'énergie que je connaisse. Ces dernières années, et en particulier pendant le Covid, on a tous subi un arrêt d'activité. Et peut-être que dans toi, ton domaine, ça a été encore plus fort qu'ailleurs. Et la question que j'ai pour toi, c'est comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ton énergie à ce moment-là? Donc Stéphane Distinguin, qui est le fondateur de Faber Novel, qui t'a fait un peu bosser un moment, parce que tu le connaissais d'avant. Tu peux nous raconter, juste avant de répondre à ces questions? Alors non, Stéphane, c'était mon prof de maths. Voilà. Je devais avoir 14 ans, 13 ou 14 ans. Et après, il m'a aidé quand j'ai Tao et que je mangeais des pâtes et qu'il fallait mettre un peu de sauce dans les pâtes. Il m'a dit, viens, Faber se développe, j'ai peut-être besoin d'une petite main, d'une office manager pour m'aider. Et donc, merci Stéphane. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ton énergie à ce moment-là? Je me suis pas arrêtée, c'est vrai. Donc, j'ai mis mes équipes en ordre de bataille, mais dès le lendemain, en disant, bon, alors vous allez faire ça. Enfin, la partie bureau. Après, on avait aussi une grosse partie sur le chômage partiel. Donc, nous, on avait obtenu le chômage partiel avant que le Covid soit... avant qu'on soit... tous confinés. Tous confinés. Donc, j'avais... Là, sur ce coup-là, j'étais sereine, sauf que moi, j'avais fait une petite demande pour 1 mois. Une fois qu'on est au pied du mur et qu'effectivement on a ce temps, je pense qu'il n'y a pas une journée où je me suis pas habillée pour me mettre derrière mon bureau. Et donc là, j'ai eu plein d'idées. Je me suis dit, ok, il faut travailler sur la robotique. Saint-Honoré Cleaning, c'est bien, mais en fait, on fait aussi du conseil, on fait du nettoyage de lustres. Et puis, tiens, j'ai une idée, on va faire Quatuor. Donc, je crée Groupe Sainto et je travaille sur ces 4 marques. Illustre qui nettoie les lustres. Illustre qui nettoie les lustres. Voilà. Sainto Conseil qui fait du conseil. On va accompagner les hôteliers. Et Sainto Quatuor, qui sont des profils qui viennent de l'hôtellerie, forment un peu de... Pas de concierge... Oui, enfin un peu de conciergerie.
intendance, gestion des événements qu'on va déployer dans les PME pour les aider à animer un petit peu Leurs équipes. Gérer l'intendance des bureaux. Donc ça me prend du temps, c'est bien, ça m'occupe. On a du Covid, donc en fait, j'achète une machine qui va tuer le Covid. Donc là, donc c'est un produit très très toxique. Donc le continue de tourner. Et donc il me demande de me dire voilà, on doit se rassembler, mais il faut purifier l'air et tuer ces bactéries, enfin le Covid. Donc je vais acheter une machine à 5 000, une machine à 8 000, et donc je me retrouve sur mon scoot. Avec tes machines? Avec mes machines, et à aller désinfecter un maximum. Est-ce que tu y allais pas? Bah oui. Ouais. Ok. Avec ma combi, mes lunettes, mon masque, et ouais, j'ai fait ça. C'était... c'est vrai, c'était assez incroyable et c'était chouette. Moi, ça me permettait de sortir. Et puis, on était utile parce qu'il y avait vraiment des endroits où il était indispensable de se retrouver. Et donc, de les sécuriser, c'était bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est déjà pas mal. Et puis, on s'est surtout beaucoup occupé des équipes. C'est-à-dire que nous, sur les 87, au départ, on était... la médecine du travail m'appelle et il me dit « Vous êtes aussi en charge de la santé psychologique de vos collaborateurs ». J'ai dit « Alors là, attendez, messieurs, c'est un peu compliqué, on est 87, et puis on est dans un milieu social qui est complexe. Il y a des femmes battues, il y a des choses où c'est compliqué. Donc là, on monte des animations. Donc on va faire... j'ai fait des cours de... On s'était inspiré de... Comment il s'appelle, du chef ? Vous savez, où il y avait un chef et les autres cuisinaient, donc oui. donnaient le cours. Donc, en fait, on met des visios et les équipes qui voulaient se connecter. Et il y avait quelqu'un dans l'équipe qui dit « Ok, c'est moi, je ferai une recette, viens, comment faire une pizza ?» Et donc, on avait la liste des courses et on se retrouvait. Donc, on était 15 ou 20 sur cette plateforme. Donc pour apprendre à faire la pizza, à faire des pâtes à l'italienne. Ce qui crée des liens avec l'équipe. Bah oui, mais vu que j'étais responsable, je me dis il faut que je trouve des choses, donc on avait fait ça. Et mais ça, comment en fait, l'autre jour je discutais avec des entrepreneurs, enfin des dirigeants plus exactement, qui ont dans leur boîte différents statuts. On va dire qu'il y a des gens qui sont dans l'usine et puis d'autres dans les bureaux, et les gens qui sont dans l'usine n'ont pas d'adresse mail. Et donc ça n'existe plus aujourd'hui. Et si c'est toujours encore aujourd'hui. Ah ouais, okay. Si ça existe encore aujourd'hui. D'accord. Ils ont une problématique sur ce sujet. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que toi, tous tes 87 salariés, quels que soient, est-ce qu'ils sont dans les bureaux, est-ce qu'ils sont gouvernants, est-ce qu'ils sont femmes de chambre ou valets de chambre, ils avaient tous une adresse mail. Enfin, tu pouvais tous les contacter facilement. Ouais. Ou un téléphone pro qui te permettait d'être en lien avec eux. Oui, donc tu avais quand même ce lien avec eux. Ils n'étaient pas téléphone, dans la nature. Non, il y avait soit le téléphone et adresse mail. Tous avaient une adresse mail. Ok, donc ce qui te permettait d'assurer ce lien finalement. Oui. Et donc d'organiser ces petits moments conviviaux. Ces petits moments conviviaux, tout à fait. Donc voilà, donc en gros j'ai essayé de réinventer Synto en créant le groupe Synto, m'occuper des équipes et puis de gérer la décroissance. Parce que là c'est la grosse décroissance. Ouais. De 87, tu passes 27. À 27. Et là, c'est un des trucs les plus compliqués de devoir. Ouais, je crois que la dernière personne dont je me suis séparée, c'était moi qui pleurais. Ouais. C'était pas rationnel. On crée une boîte qui est avec des projets et une croissance, et là on va à l'inverse en 5 mois de temps. Donc tout se déconstruit à une vitesse grand V. Mais comme m'a dit mon mentor, parce que là j'ai appelé l'IME, j'ai dit Fabrice, super, on a eu un mentor pour la croissance. Et là, j'ai besoin d'un mentor pour la décroissance que je ne sais pas comment gérer. Je ne sais pas. C'est pas logique, c'est pas rationnel. Je sais pas si les décisions seront bonnes. Et j'avais peur de me tromper. J'avais peur que la peur me fasse prendre des décisions qui n'étaient pas les bonnes. Et voilà. Et donc, j'ai eu un super mentor qui m'a aidé à la décroissance et qui me dit, Marine, il va falloir aller à l'os. J'ai dit à l'os. Donc moi, à l'os, et je me sépare un petit peu. Et alors, on a eu énormément d'aide, et merci, parce que je serais pas là aujourd'hui si l'État n'avait pas été présent. Cependant, nous, on avait un sujet qui était le cumul des congés payés.
Et donc, ça a été un sujet, mais au bout de 6, 8 ou 10 mois plus tard, sauf que nous, quand on était 87, fois 2 jours et demi, vous faites vite le calcul, 200, 300, 500, si on arrivait à un cumul de congés payés qui était énorme, parce que moi, j'ai des hôtels qui sont restés fermés 1 an et demi. Ouais. C'est pas 3 semaines. Nous, ça a duré... Et donc, écoutez, je suis allée à l'os jusqu'à me séparer des bureaux. Donc, c'est-à-dire que je suis repartie avec mon apprenti, sans bureau, et avec une équipe très réduite. Tes hôtels, tu avais des contrats avec eux qui faisaient qu'ils ont continué à payer un abonnement, ou eux, c'était zéro? Zéro. Non, zéro. T'avais pas de service, donc zéro. Zéro. Ouais. Eux aussi essayaient d'aller à l'os. Bien sûr. Donc, à un moment donné, on se dit, je vais pas... oui, tu vas pas aller chercher... Et voilà. Et donc, non, mais ça a été une chouette expérience parce que, avec du recul, gérer la décroissance, c'est gérer l'adversité, des difficultés. Ça développe la résilience. J'ai fait en sorte de placer aussi des gens que je pouvais pas garder. Donc... humainement intéressant et aujourd'hui quand j'ai redéveloppé, je me dis ok, en fait c'est peut-être une opportunité, j'avais peut-être une posture, une vision, des outils, comment presque je peux repartir de zéro avec 8 ans 10 ans d'expérience, 8 ans d'expérience, et donc j'ai repris la croissance avec d'autres méthodes un petit peu. Et certains sont revenus travailler avec toi? Bien sûr. T'as allé les rechercher. Cette envie de retravailler ensemble, ils sont revenus. Et d'autres, bien sûr, non, ils sont partis vers autre chose. Et puis, ils ont changé de métier. Et voilà. Et aujourd'hui, vous êtes 130. Ouais. Et ça, c'est, comme je le disais en intro, si la résilience avait un visage, ça pouvait complètement être toi. Parce que je me souviens qu'on a eu quelques discussions pendant ce confinement. Et c'était dur. C'était dur. C'était vraiment dur. Donc bravo à toi. Et c'est sans flagornerie du tout, mais on va en venir après quand on parle de rôle modèle et d'exemple, mais je pense que tu fais partie de ces entrepreneurs qui ne sont pas show-off et qu'on voit partout, mais qui sont des vrais rôles modèles de ce qu'est un entrepreneur et comment on se bat pour sa boîte et ses équipes. Donc bravo. Je vais la faire pleurer, je vais pleurer. C'est le moment pleur. Mais sincèrement, et c'est pour ça, pour la petite histoire, Clément, il me dit, je vais te sortir une entrepreneur, parce que tu as déjà eu tellement de monde sur Sistar, je vais te sortir une entrepreneur, je suis sûre que tu la connais pas. Et il dit, à ce moment-là, et donc il dit, Marine Billard. Je dis, mais oui, Santo. Il dit, mais tu connais tout le monde. Non, mais oui, je la connais. C'est une super entrepreneur et je serais ravie de lui donner la parole parce que elle fait partie vraiment de celles qui se battent pour les bonnes raisons et qui cherchent pas forcément la lumière. C'est vrai. Voilà. Et donc merci pour ça. Merci. Parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Ouais. Alors, on va reprendre nos esprits. Il y a quelque temps, tu as dit j'ai plus peur. Et là-dessus, j'ai pas une, mais 2 questions pour toi. Vous avez un message. Salut Marine. On se connaît maintenant depuis quelques années. On a eu régulièrement l'occasion de croiser nos expériences, d'avoir des réflexions professionnelles, que ce soit au CJD en commission ou dans d'autres événements. Et j'avoue que je suis toujours admiratif de ton approche très pragmatique des enjeux, de tes clients et de tes collaborateurs, de la façon dont tu les protèges, de la façon dont tu les emmènes à grandir. J'ai toujours aussi été assez impressionné de la façon dont tu as géré le passage du Covid, l'agilité, l'adaptation qu'il t'a fallu avoir pour passer de 150 à 0 et à nouveau à 150 collaborateurs. Et je sais que toute cette période, tu as traversé de nombreux moments de doute. Et tout récemment, tu m'as dit aujourd'hui, je n'ai plus peur. Alors j'ai une question pour toi. Je voudrais savoir ce qui, chez toi, a provoqué cette bascule. Alors cette première question, c'était... Ils ont des jolies questions, dis donc. Ouais, c'était qui? Je vais lancer la deuxième question après. Ouais, Emmanuel Hamon, qui est le très nouveau fondateur de Verdal et que tu connais grâce à l'IME, Institut du mentorat entrepreneurial, et du CJD. Et du CJD, ça on va en reparler après. Et j'ai une deuxième question à ce sujet. Bonjour Marine, tu es pour moi l'archétype
de l'entrepreneur sans peur. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton rapport avec cette émotion qui souvent paralyse beaucoup d'entrepreneurs dans leur prise de décision? Merci. Et ça, c'était Bénédicte Sanson du Mouv'J et du groupe Tout. Oui. Voilà. Alors, la première, qu'est-ce qui a déclenché que j'ai plus peur? Ouais, le point de bascule. Le point de bascule s'est produit quand les gens m'ont fait confiance et m'ont dit que j'étais capable. Je sors du Covid, effectivement capable, mais très échaudée, et en me disant, ok, ça va être compliqué, c'est compliqué, je m'en sors, mais à quel prix? Et même pas à quel prix, en fait. Je m'en sors. Donc c'est le retour des clients, des collaborateurs, et d'une personne qui a une société qui fait 4 fois la mienne, et qui me dit, Marine, les 15 ou 20 millions, t'es capable de les faire. Et moi, je dis, bien sûr que non. Et il a semé cette graine. Et en semant cette graine, il me le rappelait régulièrement. Et plus on se développait, plus j'ai eu des clients formidables. Et plus on donne, plus on reçoit. Donc voilà, juste des retours et un alignement qui fait que je me suis dit, en fait, peut-être que j'étais capable. Et le plus beau soutien qui me dit que je suis capable, c'est les gens avec qui je travaille et mes clients. Et là, en fait, je me sens soutenue. Et une boîte a de la valeur grâce aux équipes qui en font partie. Et donc là, en fait, j'ai envie de me battre pour eux. Et de me dire, ok, c'est bon, on va y aller. On y retourne. Et on monte c'est le 2e round. On y va. Ouais. Et on n'a pas peur. Ouais. Et on y va, on n'a pas peur, pardon. Ouais. Avec aussi cette envie d'aller encore plus loin. Parce que cette phase de Covid a tellement été dure. En fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'elle m'a renforcée. Et donc, je suis plus forte. Je me sens plus forte qu'avant. Et qu'est-ce que tu dirais justement à des entrepreneurs qui disent j'ai peur? Alors, et je pense qu'il est important d'avoir peur. Toujours, d'une certaine manière. C'est ce qui permet de se poser des questions, de s'assurer qu'on prend des directions choisies, sensées et raisonnées. Car la peur nous fait poser toutes ces questions. Et la peur, il faut la cultiver et il faut la transformer en opportunité. Et toi, c'est ce que tu as fait, en tout cas. Je crois. En tout cas, je crois, mais on n'est pas les seuls à le dire après. Ouais, a priori. Vu les questions que tu reçois. En tout cas, dans toutes ces petites questions et dans tout ce qu'on vient de dire, la notion de réseau, d'écosystème, d'accompagnement est très présente dans ta vie d'entrepreneur. Ouais. On a parlé du CJD, on a parlé de l'IME, donc l'Institut du mentorat entrepreneurial. Je crois que tu es mentor au Mouv'J aussi. Mentor au Mouv'J et mentor à l'IME. Et mentor à l'IME maintenant. Je me dis, c'est bon, je suis cap. T'es passé de l'autre côté, t'es cap aussi là. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, tous ces réseaux? Je serais pas là où je suis si j'avais pas eu ces réseaux. J'ai choisi de pas avoir d'associés. Et parce que j'avais cette envie voilà, de construire. Cependant, pas d'associés. Il y a des moments où c'est un petit peu compliqué d'être tout seul. Et donc, échanger entre pairs, c'est indispensable. Donc, c'est là où j'ai commencé avec le CJD, cet échange entre pairs, où il y a ce soutien, il y a cette capacité à partager sur des problématiques qui sont compliquées de partager avec vos amis, avec vos conjoints, avec vos enfants, vos parents, parce que le monde de l'entrepreneuriat, il est quand même un petit peu complexe et tout le monde... Et puis, il y en a que ça n'intéresse pas du tout, en fait. On est quand même dans une bulle et dans un écosystème, celui de la PME. Je parle pas des grands groupes, mais nous, PME, on vit des choses. J'aime à dire que c'est l'ascenseur émotionnel. Et c'est ce qu'on va chercher, d'ailleurs. Cet ascenseur émotionnel en disant, tiens, ma journée, si on me lançait un petit défi aujourd'hui, un petit challenge, un petit haut, un petit bas. Donc, non, très riche, l'IME, 18 mois de mentorat. Ça m'a permis de me dire, au départ, je voulais pas passer le cap des 50. Et j'ai fini le mentorat en me disant, c'est bon, 150, 200, 300, on peut y aller. Donc voilà. Ça t'a permis de casser les plafonds de verre. Ouais, casser des plafonds de verre, puis d'apprendre à avoir
apprendre la posture du dirigeant aussi. Il n'y a pas d'école pour ça. Je pense que c'est le moment où on va s'allonger. Ok, je peux m'affaler un peu. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Je crois que t'en as un petit peu parlé, mais je me souviens plus si c'est off ou on micro, donc c'est pas grave, on va le redire. Mais à quoi toi tu rêvais quand t'étais petite fille ? Je voulais être océanographe et je voulais vivre avec les poissons. Et pourquoi ? Parce que les poissons, de mon prisme d'enfant, c'est comme les dauphins, ils étaient tous très gentils. Et les humains, non. Non, les humains, je me souviens, c'était la période de la guerre du Golfe. Je regardais les infos et je comprenais pas. D'ailleurs, je comprends toujours pas aujourd'hui. Donc je regarde plus les infos. Mais non, oui, non, je comprenais pas cette complexité de la relation humaine. Donc je me suis dit que j'allais avoir une maison sous l'eau. Intéressant. Ouais. Alors, je pense que j'ai une petite question pour toi. Ok. Vous avez un message. Salut Marine, c'est Stéphane Distinguin. J'ai une question pour toi. Une grande question. Est-ce que tu préfères toujours la Méditerranée ou maintenant t'es plutôt Atlantique ? Alors, la maison sous l'eau. Non, je suis toujours Méditerranée. Tu sais, il y a cet héritage, on a un héritage culturel qui fait que des odeurs, des sons, des choses qui fait que ça nous rassure, c'est l'enfance. Et cette enfance-là de la Méditerranée me rassure. Donc Méditerranée. Même si de temps en temps, je vais aller en Atlantique. Et que tu vas même aller en Bretagne. Ouais. C'est à peu près ça. Et où je t'aime mon cœur, je vais venir. Et où la Méditerranée et quelle Madeleine de Proust, cette Méditerranée. Porquereau, porquerolles. Attends, c'est sympa là-bas. Bah ouais. Donc ouais, sous l'eau, voilà, c'est vrai que c'est un endroit où, tu sais, quand c'est compliqué, nager et de se dire que, vous voyez, quand vous êtes sous l'eau et que vous entendez un petit bruit, je sais pas ce qu'on pourrait le retrouver d'ailleurs. Ouais. Et ben ça me rassure. Et en même temps, quand t'es sous l'eau, t'as pas de notion de temps. Ouais, c'est bien. Donc en fait, quand tes journées d'entrepreneur passent à la vitesse de la lumière, là, tu ne sais pas. T'as l'impression que ça fait 15 secondes, ça fait beaucoup plus de temps que tu es sous l'eau. C'est sympa. Est-ce que tu reproduis, tu sais, il y a des massages là complètement, pas sous l'eau parce qu'ils n'ont pas à respirer, mais où tu es complètement immergé et en fait justement, ils te reproduisent le sous l'eau. Est-ce que tu as déjà testé ça ? Meizo, je crois, un truc comme ça s'appelle. Non, mais je vais y réfléchir. Voilà, je pense. Mais je préférerais presque prendre mon billet. Alors oui, mon billet d'avion ou un billet de train pour aller dans le vrai. Salut Marine, c'est Stéphane Distinguin. J'ai une question pour toi. Moi qui t'ai connu il y a tellement longtemps, en te donnant des cours particuliers quand tu étais encore au collège et au lycée, j'aurais voulu savoir, maintenant ça fait des années que tu es entrepreneur, que tu crées des entreprises, que tu les développes, si tu avais dû choisir un métier et plutôt qu'embrasser la carrière d'entrepreneur, ça aurait été quoi ce métier ? Un métier pour de vrai après tes études de géographe. Ouais, c'est marrant. L'autre jour, j'étais avec une amie médecin et qui me disait que j'aurais été un très bon médecin, mais pas dans le sens le soin des autres. J'aurais pas été capable d'être médecin parce que j'étais pas assez bonne dans certaines matières, notamment en maths, même si Stéphane m'a énormément aidé. Je pense qu'il a dû s'arracher les cheveux. Mais grâce à ce podcast, on apprend que Stéphane donnait des cours de maths. Peut-être infirmière ou quelque chose, ou dans le soin des autres. Dans le care. Dans le care, ouais. Mais finalement, c'est ce que tu fais aussi, le soin des autres. Oui, différemment. Mais je pense que mes journaux étaient très enthousiastes et enjoués, le fait de pouvoir être utile de façon très factuelle et rationnelle au quotidien. Voilà. Donc, tu aurais fait ça. Comment toi, tu t'inspires aujourd'hui Comment tu trouves ta bulle de respiration ? Je suis pas sûre que je l'ai vraiment. Et c'est un sujet sur lequel il faut travailler et avoir sa bulle de respiration. Une vraie bulle. Après, j'ai mes micro-bulles de respiration qui sont indispensables, c'est la famille et les amis. Et c'est ce temps où tu te retrouves
un temps avec ta moitié, avec tes amis. Ça c'est important. Mais aujourd'hui, elle est trop petite. Qu'est-ce qui est trop petite? La bulle. Ah, la bulle. Ma famille est trop petite. Je fais une annonce. Il n'y a pas assez de temps, de bulle de respiration. Ouais, mais c'est bien. Là, il y a une phase de croissance. On va structurer, on va renforcer. Et ouais, il est important que cette bulle... C'est un bel objectif d'ailleurs, de se dire qu'il faut que la bulle, elle soit plus grande. Eh bien, écoute, je pense que j'ai une question qui va tout à fait faire le lien. Ok. Vous avez un message. Quels sont, selon toi, les ingrédients indispensables pour réussir une bonne soirée entre amis? Tu as reconnu cette voix? Ouais, Caro. Qui est ta meilleure amie d'enfance? Ouais. C'est d'être avec les gens qu'on aime. Qu'importe l'endroit. Après, il faut à boire et à manger. Mais qu'on soit limite à boire et à manger avec les gens qu'on aime dans un parking ou dans un super resto. Ou voilà, c'est d'être ensemble, en fait. Avec de quoi régaler nos papilles. Et créer des souvenirs ensemble. Ouais. Alors justement, sur les gens qu'on aime, j'ai une autre question de Caroline. Penses-tu qu'on peut aimer plusieurs fois dans une vie? Ok, oui. Ouais, bien sûr. Bien sûr qu'on peut aimer plusieurs fois dans une vie et on peut aimer différemment. Il y a plein de façons d'aimer, je pense. Enfin, j'en suis convaincue. Et si t'étais un animal, tu serais qui? Elle nous a demandé aussi. Un dauphin. Au large de la Méditerranée. Ouais, joyeux, qui monte, qui descend, qui danse, qui saute, qui accompagne le bateau. On a une dernière question de Caroline. On a tous des mantras, des devises. Lequel est le tien? Ça passe. D'où j'ai plus peur. Ouais, ça passe. Ouais. Il y a d'autres projets que t'aurais aimé lancer ou que t'aimerais lancer? Ah ouais, plein. L'autre jour, là, j'ai rangé à la maison et j'avais fait des enveloppes solo. Le premier projet, j'avais 16 ans, je voulais importer le concept Starbucks. Ah, et ça n'existait pas à l'époque. Hein. Après, j'étais aux États-Unis avec mes amis américains. Et puis, je vois la bouteille de vin, j'aime bien. Je dis, tiens, il y a un QR code, tout ça, on pourrait faire... Et donc là, on était pareil 2 ou 3 ans avant que Vivino. Et j'avais posé le concept, j'avais rencontré Nicolas en disant ce qui serait top. Moi qui n'y connais rien en vin, je me rappelle jamais de ce que j'ai aimé. De pouvoir prendre une photo et que ça me sorte les trucs similaires. Donc, voilà, donc j'ai rencontré Nicolas à l'époque. Et puis on n'est pas allé plus loin. Et puis moi, j'étais juste une petite... une jeune femme, en fait. Donc bon. Ouais, qu'est-ce que j'aurais aimé créer? Ouais, si t'avais, si d'ici quelques années, tu devais te relancer dans une aventure entrepreneuriale, autre que Santo, ou en parallèle de Santo, tirer sur quel sujet et pourquoi? Aujourd'hui, Santo, c'est la maison mère. Donc, c'est d'appuyer sur le même clou et de renforcer cette maison mère qui soit au service de notre métier qui est super difficile. Donc demain, j'aimerais pouvoir investir dans de la R&D et dans des choses qui facilitent le travail de nos équipes et qui s'appliquent sur la partie housekeeping, mais l'univers du nettoyage est colossal et que ce soit pour des hôpitaux, pour des maisons de retraite. Enfin voilà, on a besoin de tous ces talents, mais ce serait bien qu'on essaye de leur faciliter le travail. Donc ouais, ce serait d'avoir un vrai pôle R&D pour qu'on soit encore plus performant et qu'on change réellement ce métier. J'aimerais que dans 10 ans ou 15 ans, on ait inventé des nouvelles choses pour eux. Et que ce soit plus un métier invisibilisé. Ouais. Oh, l'hystérique. Alors, Marine, ouais. Est-ce que tu veux le faire à ta manière ou... Non, vas-y. Si j'ai une baguette magique et que demain tu deviens présidente de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais et pourquoi?
Je nommerais quelqu'un au ministère de la simplification. Pour simplifier. Simplifier tous les étages, simplifier... Tous les étages. J'ai l'impression que ça partirait déjà de là pour arriver après à organiser les choses un peu autrement, à être que ce soit un peu plus juste et plus équilibré, plus cohérent. La loi, de la sous-loi, trop de loi, tue la loi. Gros boulot, gros chantier. Ouais. Mais tu t'y attaquerais avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec les meilleurs autour en disant... Sans mauvais jeu de mots, tu nettoierais tout ça. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, je pense que on est un pays merveilleux. Hein. On est très latin, on est compliqué. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on vient nous voir ou qu'on nous aime. Mais il y a un moment donné, il y a une démesure et ça devient schizophrénique et pas rationnel. Et moi, j'ai peur qu'on perde des choses et que notre pays s'y perde. Donc il y a des choses à simplifier. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé rapidement d'IA. Tu disais, avant de devenir présidente de la République, que tu aimerais travailler sur de la R&D pour simplifier le travail, ou en tout cas améliorer le travail de tous ces gens qui travaillent pour Sainto, mais dans l'écosystème et dans le secteur. T'en penses quoi, toi, des robots et de l'avènement des robots domestiques ? La robotique et l'IA, c'est vrai qu'on est en train de vivre une transition assez incroyable et je pense qu'il faut... mesurer, tu sais, mettre un coup d'accélérateur et un coup de frein et ne pas oublier de mettre un coup de frein de temps en temps pour prendre juste de la hauteur. Ouais. Parce que là, il y a des innovations et des choses qui vont tellement vite. Et je pense qu'on a aussi assez d'expérience et de vécu aujourd'hui pour se dire, faut peut-être qu'on n'aille pas aller trop vite. On va prendre l'exemple des smartphones et des enfants qui ont été sur des tablettes dès l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, on se dit, non, en fait, à partir de 15 ans, voilà, donc essayons de profiter de ça et de se dire qu'il faut qu'on soit... qu'on aille vite mais pas trop vite et qu'on prenne cette hauteur. Mais toi, tu vois dans peut-être des échanges avec des clients, ces sujets ? Mais je suis convaincue que tout ça, si c'est bien utilisé, pensé, réfléchi, peut être extrêmement utile. La robotique, chez nous, oui. Moi, j'adorerais qu'aujourd'hui, on ait... Alors, il y a la robotique humanoïde, oui. Et il y a la robotique, un aspirateur robot fabriqué par un constructeur qui fait de la robotique, va, moi, permettre à mes équipes de ne pas aspirer pendant 5 heures. Et c'est une façon de valoriser ce métier en disant, tu sais quoi, on va pouvoir t'affecter à des tâches qui vont être un peu plus utiles, où on va pouvoir aller dans le sens du détail. Donc oui, la robotique humanoïde, elle va arriver. Et pareil, il faut qu'elle soit juste. Mais je pense que chacun de nous à la maison, si demain on a quelqu'un qui nous aide à prendre soin de notre maison, c'est pas mal. Parce qu'on a tous du mal à trouver des gens qui peuvent prendre soin de notre maison. Et je pense que demain, on va avoir aussi de plus en plus de mal à recruter. Sauf si on a une aide et notre métier, qu'on utilise des produits de nettoyage plus écologiques, qu'il y a peut-être un robot aspi ou un robot humanoïde qui fait que... et avec de l'IA, moi je me disais à un moment donné, j'adorerais que mes équipes travaillent avec un robot et qu'en même temps, ils apprennent. Pourquoi je dis ça ? On a 32 nationalités. Celui qui parle pas le français puisse à un moment donné, tiens, apprends-moi à parler le français pendant que je nettoie une chambre. Pendant 7 heures par jour, je suis quasiment tout seul. Comment on peut optimiser ce temps-là et le rendre sympa ? Ça, c'est une super idée. Ben ouais, c'est se dire comment... Non, je sais pas si j'ai répondu à la question. T'as répondu à ma question et tu voulais développer un autre sujet. Oui, je voulais développer un autre sujet. Dans les autres, je voudrais un monde sans plastique. Alors, ok, on va dire que c'est la tendance, mais non, et un monde sans plastique, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller ramasser le plastique, si on allait juste à l'essentiel et à la source, pas à l'essentiel, pardon, mais à la source, pour plus polluer ces océans, parce que moi, ma maison, elle est là-dessous quand même un petit peu. Et dans le métier dans lequel je suis, l'hôtellerie est un consommateur de plastique, que ce soit entre les produits d'entretien, les savons, l'eau. Et on est en train de se chercher aujourd'hui, on peut parler des grandes innovations liées à la robotique, mais aujourd'hui sur la dimension écologique aussi, on est en cours de révolution et on ne sait pas où on va.
Il y a des choses qui ont été faites ces dernières années dans l'hôtellerie, quand même, mais pas assez. Toi, tu... Ouais, non, on a fait un cinquième du chemin. Ouais. Ça suffit pas. Et pourtant, on est... il faudrait que je retrouve le chiffre, mais on a X millions de nuitées par an dans le monde, enfin par an, X de nuitées dans le monde par jour, et c'est un gros consommateur. L'hôtellerie n'est pas du tout écologique. Et voilà, et donc là je réfléchissais, et c'est des choses qui sont en cours de réflexion, mais j'adorerais trouver ce système où on arrive à encapsuler des produits dans quelque chose qui soit biodégradable. Pas qui se recycle, pareil. Recycler, c'est pas, mais qui s'autodétruisent. Comme Mission Impossible, vous avez 5 secondes et ce message s'autodétruire. Donc voilà, en tout cas, j'aimerais trouver et collaborer, ou en tout cas faire partie d'un labo, d'un collectif, ou sur comment on retire le plastique. Gros enjeu, en effet, dans l'hôtellerie. Et dans le monde tout court. Et dans le monde tout court. Et vous discutez, travaillez avec des marques qu'on connaît peut-être plus en B2C, qui essaient déjà de réduire justement le plastique sur tout ce qui est, par exemple, l'hygiène, etc., chez les consommateurs, enfin chez les clients, chez eux, dans leur maison. Il y a l'équivalent côté B2B, où ça reste encore d'autres circuits qui sont utilisés. On y travaille. Mais c'est pas gagné. Ouais. Donc, et il y a une culture aussi. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, on peut nettoyer un hôtel avec du bicarbonate ? Il y a du nettoyage, de la désinfection, il y a des enjeux où, non, c'est pas si simple. Et il y a des ancrages forts. Donc il faut... Chez Sainto, on arrive petit à petit, nous, à faire bouger les lignes là-dessus. Mais c'est pas gagné. Et vous êtes force de proposition là-dessus, et vous étiez très précurseur aussi sur ces sujets-là. Ouais. Pour du nettoyage écologique. Mais ça va devenir aussi, j'imagine, un argument pour ces hôtels à un moment donné. Ça doit devenir un acquis. Et un acquis, demain. Après, la logistique du plastique est compliquée. Je pense que c'est le moment de passer à notre carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. C'est le moment où je me tais, je te laisse le micro pour un coup de gueule, un coup de cœur, une réforme à défendre. Est-ce que tu as envie de défendre ? Tout le long de l'interview, on a vraiment parlé de cette dimension humaine. Et juste, je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je sais pas ce qui peut animer cette méchanceté, cette haine, cette complexité. Plus on donne, plus on reçoit. Donc j'ai envie de dire, revenez juste à l'essentiel. Et rappelez-vous qu'il y a du bon dans chaque homme, et si on pouvait s'aimer, ou au moins, tout du moins, s'apprécier, et voir le verre à moitié plein, ce serait chouette. Parce que moi, ça m'épuise, en fait. C'est pour ça que j'arrête, je me coupe. Les gens me disent, t'as pas entendu ça aux informations ? J'ai dit, mais non, en fait, je peux pas. Je peux pas, parce que il y a trop de choses qui sont toxiques. On me dit, oui, mais c'est important, les informations, ça fait partie de la culture. J'ai dit, qui est culture ? Donne-moi des informations où on va m'expliquer concrètement que on a trouvé des choses pour soigner le cancer, où on a inventé des choses, où on a créé de la solidarité. En fait, donnez-nous du positif. Et le coup de gueule, tu sais quoi, le coup de gueule, ça va être les médias. Je trouve qu'ils alimentent, et ils n'arrêtent pas d'alimenter ce verre à moitié vide. Et voilà, ça fait du buzz, peut-être que c'est ce que regardent les gens, et c'est ce qu'un ami journaliste un jour m'avait dit. Il m'a dit, mais Marine, c'est de dire les choses positives qui intéressent, les gens ne regardent pas. Ouais, mais à un moment donné, c'est peut-être tout un système de culture. Si un enfant de 3 ans aujourd'hui ont la culture à regarder du positif, à écouter du positif, mais peut-être que plus tard, il sera ravi d'écouter des informations avec du positif. Ou en tout cas d'apporter de la nuance. Ou d'apporter de la nuance, parce que bien sûr il y a des choses importantes et il faut... Mais voilà, donc mon coup de gueule, c'est les médias, changer de braquet, quoi. Changer de braquet, s'il vous plaît, à la limite pour la génération à venir. Et ce clivage dont tu parles, parce que c'est ce qui en découle en fait derrière, est-ce que toi, quand tu as 32 nationalités à gérer dans tes équipes, il y a des retombées ? Ouais, il y en a, très peu. Ouais. Mais je me rappelle aussi pendant les attentats, après Charlie, j'avais 2 nationalités différentes en équipier de nuit qui s'étaient mis sur la tronche. Et donc moi, à 5h du mat, on m'appelle, on me dit se foutre sur la tronche. J'ai dit j'arrive. Et effectivement, il fallait calmer, temporiser et rationaliser.
Parce que c'est ça le vivre ensemble aussi. Bah oui. Et ça, j'étais pas obligée de mais il était impossible pour moi que les deux se fassent embarquer, que j'ai pas eu le temps de rappeler c'était quoi ce qui était important, le vivre ensemble. Sinon, non, écoute, globalement, ça va. En tout cas, on évite aussi tous ces sujets et on a vraiment cette culture de la laïcité chez Sainto. Oui. Apolitique et laïcité. Ouais, tout à fait. Et on est garant du cadre. On arrive à la fin de cette émission. Mm-hmm. Et nous avons une petite tradition, c'est de toujours demander à ceux qui sont à notre micro quelle femme entrepreneur elle souhaiterait mettre en avant. Je te vois rire aux éclats. Quelle femme entrepreneur ils veulent mettre en avant. Et si toi, tu avais dû choisir une sista, comme Clément l'a fait, comme Bénédicte l'a fait, tu aurais choisi qui et pourquoi? Alors, il y en a deux. Depuis quelques jours, la seule personne à qui je pense, la seule personne à qui je pense, c'est toi. Cette capacité d'entreprendre, de gérer une famille, d'avoir cette énergie positive, solaire et de rassembler et de gérer de front plusieurs choses. Je suis pas féministe du tout parce que pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Mais il n'empêche que, une femme exceptionnelle qui gère de front plein de sujets et qui prend soin de sa famille, qui prend soin de son mari, qui prend soin de sa boîte, qui prend soin de ses clients. Et ça, je suis admirative. Parce que moi, j'ai pas d'enfant et je sais pas comment j'aurais fait. Donc, juste... C'est le moment où tout le monde pleure. Merci. Écoute, je ne sais pas, je vais essayer de réfléchir à comment je m'auto-interview. Et là, je me dis, et tout à l'heure, si tu veux ça, je t'ai dit, tiens, est-ce que j'ai le droit de te citer? Et tout à l'heure, on a reparlé de Tao. Et il y a une femme exceptionnelle avec qui j'ai travaillé et avec qui j'aimerais travailler demain sur le sujet du plastique, qui est une super entrepreneuse, qui a des histoires incroyables. Et donc, ma sista, ce serait Emma Aziza. Eh bien, super. Eh bien, on fera un gros big up à Emma Aziza, dont tu as parlé. Qui est hydrologue. Et qui est hydrologue. Et je pense qu'aujourd'hui, on les entend un peu plus, les hydrologues, parce qu'on se rend compte de la panique et de ce qui va arriver. Et j'espère que vous pourrez monter ensemble ce nouveau projet. Ouais. Comme ça, la boucle sera bouclée. Il y a un truc à faire. Donc, mais tout en gardant Sainto. Hein. Oui, bien sûr. La maison mère. La maison mère. Tu l'as dit plusieurs fois. On va mettre un gros... Là, on va customiser le toit. Voilà. On rajoute une pièce. Marine, mille merci pour cet échange. Merci. Et à bientôt sur les ondes pour connaître la suite de la maison Sainto. Okay. Merci beaucoup. Feuille blanche. 40 nuances de Sista.